Alors vous allez peut-être entendre des propos un peu choquants. Pour tweeter, le mot-clé, c'est d'enquête. « 20h, une fin de journée presque banale pour Jean-Carl, moniteur d'auto-école. Comme chaque jour, il vient d'enchaîner 10 heures de leçons. Pourtant, officiellement, ce prof de conduite est au chômage. Il n'a ni contrat, ni salaire. Actuellement, je suis demandeur d'emploi et je travaille donc 100% non déclaré, 50 heures par semaine. Donc vos revenus aujourd'hui, c'est... Il y a 1300 de chômage et alors le black ça varie selon les mois, mais c'est 3, 3,5, 3,7. Donc il y a des mois je peux monter à 5 000 euros. 5 000 euros net d'impôts. Selon Jean-Carl, il n'y aurait que des avantages à enseigner la conduite au noir. Pas droit à l'accident, certes, mais le moniteur clandestin est prêt à tout pour ne plus verser un centime à l'État. Je pense avoir beaucoup payé, donc maintenant le moins possible. Je paie le moins possible. Je gruge l'État. Consciemment, volontairement, je gruge l'État. Et il y a un comique que j'aime bien, c'est Cavana. Quand il dit le sport national français, c'est le fisc fucking. Je trouve ça pas mal. Vous faites du fisc fucking. Ouais. Tout le monde essaye de payer le moins de charges, le moins d'impôts, le moins possible. Ça veut dire quoi faire du fisc fucking? En français, Ouais. d'enculer le fisc. C'est ce que vous faites? J'espère, et puis j'espère bien le faire. Fier de son escroquerie, Jean-Carl s'est fait licencier puis réembaucher par la même auto-école, mais au black. Depuis, il a troqué ses fiches de paye pour des enveloppes d'argent liquide qu'il ne dépose jamais à la banque. Donc là, petit endroit où je mets, on va dire, une petite enveloppe pour les dépenses mensuelles. Donc là, il reste plus grand chose, mais bon, fin du mois, c'est des enveloppes avec 2-3 fois ça, quoi. Il doit rester de mémoire 1009. Et c'est parce que c'est la fin du mois? C'est la fin du mois, ouais. On attend la paye. Des liasses d'argent noir dans les auto-écoles, rien de plus courant à en croire ce fraudeur professionnel. Selon lui, 5, la plupart des élèves payent en espèces. 10, Alors, dès qu'ils dépassent les 20 heures de conduite, le minimum légal, cela n'apparaît nulle part. 15, 16, 17. Dans chaque auto-école, il y a au moins un tiers qui est fait non déclaré, au black. Ouais. Si un élève a fait une centaine d'heures, j'en fais disparaître 50. Et 50 supplémentaires, 50 fois 50 euros, ça fait 2500 balles dans la poche. Un joli butin que notre vrai faux moniteur partage avec son patron. L'auto-école lui fournit même un emploi du temps. Moi, je sais où je commence demain, je sais où je finis. Comme s'il était un salarié déclaré. Et avec qui on a 2 comptabilités séparées. Tout ce qui est déclaré, tout ce qui n'est pas déclaré. Et c'est intraçable? Pour celui qui ne connaît pas, oui. Et le fisc, de toute façon, ils peuvent pas, ils savent pas faire des contrôles, ils savent pas. Ils savent pas. Fuir les taxes et les cotisations, tout en touchant le chômage, le paradoxe ne le gêne pas. Jean-Carl n'a pas l'impression d'arnaquer le système, juste de prendre sa part. À l'entendre, il est loin d'être le seul dans son cas. Tout le monde cherche à baisser son coût. Moi, je fais des travaux chez moi, je vais demander à l'entrepreneur de m'arranger. Je lui dis, tu me fais une facture à 50%, le reste, tu me vires la TVA, et tout le monde s'y retrouve. Tout le monde s'y retrouve. Aussi bien le client que le commerçant. Tout le monde. Mais pas l'État. Mais pas l'État. Mais pas l'État. Mais l'État déjà est tellement mal géré que c'est pas à nous d'apporter des fonds. C'est pas à nous. Des caisses vides et des contribuables mauvais payeurs. Entre les bonnets rouges anti-taxes et les appels à la révolution fiscale, jamais l'impôt n'a semblé aussi mal aimé, malmené, contesté. De la fronde à la fraude, dans ce climat de protestation, certains tricheurs assument. Taxis, artisans, commerçants et même des métiers plus inattendus succombent à la tentation du black, malgré les peines encourues. En France, 1 euro sur 5 échapperait ainsi au contrôle de l'État. Nous avons suivi cet argent noir, plusieurs dizaines de milliards d'euros soustraits au fisc chaque année. Palais de justice de Paris. Ce jour-là, une audience est consacrée aux délits financiers. Entre un proxénète et un multirécidiviste, un homme ne se sent pas vraiment à sa place. Jugé pour fraude fiscale,
Le prévenu est un honorable pharmacien. J'avais pas l'impression d'être un délinquant, j'ai toujours pas l'impression d'être un grand délinquant, mais non. Moi, j'ai fait une connerie, effectivement, je peux m'en vouloir à moi. D'avoir été naïf et d'avoir cru que ça passerait inaperçu ou que si jamais je me faisais prendre, ça irait pas loin et que j'aurais juste à payer. Malgré un salaire confortable de 10 000 € mensuels, en caméra cachée, le pharmacien avoue avoir détourné 25 000 € par an. On augmente des impôts pas de blague et surtout on dissuade les gens de travailler parce qu'il y a aussi, on augmente des impôts mais aussi on augmente les contrôles. Regardez, moi j'ai fait ça, je pense qu'il y a quelques années, la même chose, une personne se fait prendre dans les mêmes conditions, il ne se retrouverait pas en correctionnel. De la fraude en blouse blanche, c'est étonnant, mais sans doute bien plus répandu qu'on ne le croit. 4000 pharmaciens sont ainsi dans le collimateur du fisc depuis 3 ans. Depuis que les enquêteurs ont découvert que leur logiciel de comptabilité permettait de masquer des recettes. Les nombreux pharmaciens déjà condamnés se font tout petits. Oui, on fait un reportage sur l'histoire de la fraude fiscale. Je ne sais pas si j'ai des choses à dire maintenant. Un seul a accepté de lever le voile sur cette gigantesque escroquerie. C'est le docteur Pascal Val, qui vient d'écoper de 6 mois de prison avec sursis et d'un redressement de 189 000 €. Là, je vais te faire voir où on était installés, nous, avant le transfert. Quand les contrôleurs du fisc ont débarqué dans sa précédente officine, à Vierzon, ça, c'est celle que j'ai quittée. Le notable a tout de suite reconnu la fraude. Mais il estime avoir une excuse en or. C'était, dit-il, pour compenser une baisse des ventes due à l'installation d'un concurrent tout près de chez lui. Moi, j'en ai fait comme beaucoup de personnes qui pensent que frauder le fisc, c'est pas forcément une faute. Et de toute façon, moi, j'ai le sentiment puis je l'aurai tout le temps, s'il y en a un qui s'est fait voler le premier dans l'affaire, c'est moi, avec le transfert de la pharmacie à côté. Aujourd'hui, Pascal Val a ouvert un autre établissement. Il a arrêté de piocher dans la caisse. Ça, c'est le ibuprofène, 3 par jour. À l'époque, dans son officine, la machine à cash, c'était la parapharmacie. Des achats payés 2 fois sur 3 en liquide, simple à camoufler. Trop tentant pour Pascal Val. Pendant 3 ans, il a donc sorti en douce de sa comptabilité une centaine d'euros par jour. Facile, on lui avait fourni un logiciel pour le faire. Et donc en espèces, vous avez encaissé combien ce matin? 347,34 €. Du coup, avant, comment vous faisiez? Vous preniez... Bon, on peut enlever les 347,34. Il y a un système de double mot de passe. Il y a un mot de passe officiel pour entrer en comptabilité, et puis après, il y a un autre mot de passe pour entrer dedans, et puis ensuite, vous enleviez les ventes que vous voulez. En espèces, quoi. Tout le reste, on ne peut pas y toucher. 2 mots de passe pour une double comptabilité. L'éditeur de cet ingénieux logiciel, qui équipe une pharmacie sur 5, n'a pas souhaité nous répondre. Mais le fisc a porté plainte. Il s'est aperçu que d'autres systèmes de caisse favorisaient la triche, quel que soit le secteur d'activité. Au salon de la restauration rapide, nous allons voir ces fameux éditeurs de logiciels. Là, vous avez une pizza qui vient d'Italie, qui vient de Parme. En nous faisant passer pour des gérants de snack. Pour faire du noir, aucun problème. Bonjour. Un commercial va tout de suite nous dévoiler les fonctions secrètes de sa caisse enregistreuse pour frauder. Mais si je veux enlever quelques tables, si je veux sortir un peu de cash. La solution en fait c'est pour revenir juste sur une vente, faire quelques articles et vous rencaisser la vente. Vous voyez, par exemple si il se passe 33 €, identifié, voilà, on passe 33 à 10,80. Mais si je me fais contrôler et ils peuvent pas retrouver ça? Ah non, bah non. Il n'y a pas d'historique? Non, il n'y a pas d'historique. Une manip sans risque selon lui. Mais un peu plus loin, un autre éditeur nous met en garde. C'est super contrôlé. Ouais. Super contrôlé. Car les inspecteurs du fisc pourront bientôt vérifier les factures annulées. Alors sa parade, c'est une caisse qui n'annule pas les factures, nuance, elle émet des tickets provisoires. Pour être dans la loi et pour pouvoir tricher, vous mettez des tickets en attente. Lui il veut son ticket, je fais son ticket. Je lui dis il n'y a pas de problème monsieur, hein, vous avez votre ticket, vous avez tout, la TVA, vous avez tout. Il va vous dire oui, il va vous payer. Merci monsieur, puis quand il est parti, vous l'annulez. Ce ticket, je peux l'annuler en 2 secondes. Et après je sors mon cash. Je le cache, tout à fait. C'est comme ça que vous pouvez faire un black parfait. Le black parfait. Pour certains restaurateurs, c'est devenu une habitude. Tous les soirs après le service, Raphaël efface de sa caisse 10% de ses recettes. Je mets mon pass manager.
Une fois que j'ai consulté le chiffre d'affaires de la journée, Donc c'est combien? je suis à 4 936,26. Je retourne dans mon système, je vais dans mes tables soldées et je me dis que j'en ai une très très grosse à 1000. Elle me va bien, que je l'annule et que je ressors un ticket du chiffre d'affaires de la journée derrière. Voilà, j'ai 1000 € de moins. Mes tables encaissées, mes couverts, et il n'y a aucune suppression mentionnée nulle part. Une fois que le montant soustrait, je le connais, je vais bien évidemment chercher l'équivalent dans ma caisse et le reste sera déposé à la banque pour le chiffre d'affaires de la journée, comme les cartes bleues, comme les tickets restaurants. Raphaël fait du noir, mais avec beaucoup de rigueur. Elle en garde un peu pour elle, environ 1000 €. Le reste lui sert à faire tourner sa petite entreprise. Ce qui est mis de côté chaque mois, c'est l'équivalent de, on va dire, 5000 €. Le chef de cuisine est payé en déclaré 2000 € par mois. Il en touche 3 réellement. Et c'est pareil un peu pour tous les autres. Ils sont tous déclarés à plein temps, tous avec des salaires qui sont honorables, mais qui ne sont pas suffisants pour récompenser un travail qui est difficile et 6 jours sur 7 ou 7 sur 7 et midi et soir. Les heures sup et même les petits travaux du restaurant, l'argent noir éponge tout. Sans compter les économies qu'elle fait en charge, impôts, taxes. L'équivalent de 50 000 € par an. Est-ce que vous vous considérez comme fraudeuse? Non, tant que c'est pour payer des salaires à des employés et que c'est pas pour partir en vacances et m'acheter un manteau de fourrure. Vous ne culpabilisez jamais parfois? À partir du moment où c'est vital, je ne peux pas culpabiliser. Si je ne le fais pas, ma boîte meurt. Aucune mauvaise conscience. À l'écouter, frauder serait même une manière comme une autre de faire tourner l'économie. Le black comme mode de vie dans la filière restauration, nous en avons fait l'expérience près de Paris en caméra cachée. Pour se fournir chez les grossistes, Raphaël et ses collègues ont l'habitude de payer en liquide, sans facture. Et ça n'étonne personne. Surtout pas le directeur de cet entrepôt. Très vite, il va nous proposer d'acheter en cash. À la caisse, un simple mot de passe suffit. Le moyen qu'on a, nous, c'est un vrai compte et un compte 00. On l'appelle nous 00. C'est un compte passage. D'accord. Sans code, sans rien du tout. D'accord, donc c'est... Vous arrivez vers le caissier qui s'appelle vous lui dites 00, vous lui payez en espèces et il n'y a pas de souci. Il comprendra très bien. D'accord. Et vous jetez la facture en arrivant chez vous ou après avoir utilisé vos produits. Et ça c'est bon, 00, ils me retrouvent pas... Impossible. Bon. Démonstration avec des bouteilles de vin. Au passage en caisse, le code 00 fonctionne parfaitement. À quel nom vous voulez cette facture? Vous êtes... Oui. Oui, c'est code 00? Oui, d'accord. 87, 91. Sur notre pseudo-facture, le nom, l'établissement, l'adresse, tout est faux. Impossible pour le fisc de remonter jusqu'à nous. Comment assainir un secteur à ce point gangréné par l'argent noir? Contrairement à la France, nos voisins belges ont choisi une solution radicale. Bientôt ici, tous les hôtels et restaurants seront équipés de boîtes noires. Comme dans les avions, tous les faits et gestes des gérants seront enregistrés, ineffaçables. La fameuse boîte noire dont tout le monde parle aujourd'hui. La société de Stéphane Collard est chargée de relier ce logiciel espion à toutes les caisses enregistreuses pour repérer les fraudeurs. Je vais pouvoir faire une fonction d'annulation. Imaginons que j'ai pointé un article et que c'est une erreur. Je vais retirer un apéritif. Et donc, je peux retirer un Pinot des Charentes. Je peux retirer donc bien sûr un ensemble d'articles. Annulation, modification, ticket provisoire. Toutes les astuces habituelles pour sortir du cash seront désormais mémorisées par le fisc belge. Voilà. C'est accessible au temps réel dans la boîte noire que, effectivement, on a minoré 2 articles. Le code ici qui se trouve derrière le numéro de transaction signifie qu'on a annulé une vente. Donc si on édite un ticket provisoire ou si on minore le chiffre d'affaires... Même le ticket provisoire est enregistré dans la machine. Donc on ne pourra plus rien cacher au fisc. Plus possible. Plus possible. Dans un an, en Belgique, plus aucune caisse enregistreuse ne pourra fonctionner sans cette boîte noire, qui surveillera aussi les horaires de travail. Les 50 000 établissements du pays sont visés. Mais aujourd'hui, les volontaires ne se bousculent pas. Ce restaurant modèle, à Louvain-la-Neuve,
sera le tout premier à être équipé de ce petit mouchard du fisc. Si nécessaire, un contrôleur rentre. Maintenant, il ne va même plus rien te demander au niveau de ta caisse. Il va revenir avec sa carte SD, il met sa carte SD dedans, il copie l'information qu'il souhaite, il la récupère et il l'analyse au travers d'un PC. D'accord. Ça vous inquiète, ça, monsieur, cette boîte noire? Non. Très sincèrement, je suis tout à fait preneur. Pour quelle raison? Mais parce que j'aime bien de me battre avec une concurrence où on se bat à armes égales. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des opérateurs qui ne déclarent pas leur personnel. Ça veut dire qu'il y a des opérateurs qui achètent leurs marchandises en noir et donc qui font clairement du noir. Un restaurateur optimiste, plutôt rare aujourd'hui en Belgique. Tout s'est bien passé? S'il vous plaît, carte de crédit. Jamais de blague. Lors de la grand-messe du secteur cette année, à Gand, une invitée indésirable. La boîte noire de Stéphane Collard n'est pas vraiment la bienvenue. À partir du moment où on pointe dans l'ordinateur. Parmi les patrons d'établissements belges. Moi je dirais plutôt la bête noire plutôt que la boîte noire. Ce système de boîte noire, je pense, va franchement enlever beaucoup de flexibilité. Ça va générer beaucoup d'heures supplémentaires qui seront surtaxées et ce genre de choses. Qui ça va intéresser? Les gens qui travaillent honnêtement, peut-être. Qui travaille honnêtement? À 100%. Personne. Vous avez des retours plutôt négatifs, ça ne doit pas être évident pour vous, non? C'est des retours négatifs, mais ça fait déjà 3-4 ans qu'on en parle, effectivement. Donc c'est de la pédagogie, c'est de l'explication, ce sera de la résignation, quelque part. Enfin, de toute façon, moi j'ai toujours tendance à dire ça passe ou ça casse. Côté casse, la Fédération belge des restaurateurs brandit la menace. Selon elle, la boîte noire pourrait détruire 20 000 postes, 20 000 emplois qui aujourd'hui seraient directement financés par le Black. Et voilà pour cette très belle enquête de Tristan Walex. Et on est ici à RTL, dans votre maison, avec vous, Mathieu Delahousse. Vous êtes grand reporter ici, vous occupez des questions de justice et de police. Et vous êtes l'auteur de ce livre avec Thierry Lévesque qui s'appelle Cache-Cache, enquête sur l'argent liquide illégal qui circule en France. Alors je suppose que vous n'avez pas découvert énormément de choses dans le reportage de Tristan Walex. Vous dites qu'il circule. Il circule plus avant qu'en France. On a plus qu'avant recours au cash? Alors, il y a plus d'euros déjà qui circulent de façon générale en Europe. L'euro a créé par ailleurs un outil commun. Avant, quand le criminel espagnol travaillait avec le criminel français, qui lui-même travaillait avec le criminel belge. Il y a des problèmes de conversion. Il fallait faire des échanges. Maintenant, on a une même monnaie unique qui, par ailleurs, marche très bien, mais qui, effectivement, circule davantage dans les réseaux criminels. Et par ailleurs, l'idée du livre et le vrai révélateur, c'est que le meilleur thermomètre de tout ça, ce sont les tribunaux. Les tribunaux, on voyait des sommes de plus en plus importantes circuler à chaque audience. Ça devenait un petit jeu. Jusqu'à quel degré cette inflation? C'est quoi la quantité d'argent qui circulerait au black comme ça en France? Alors au black, on ne le sait pas. L'un des grands thermomètres, il y a un chiffre qu'on peut donner, c'est 53 millions d'euros qui sont saisis par l'agence qui est chargée de récupérer ce qu'on appelle les avoirs criminels. Ça, c'est toute la criminalité, tous les ans. Alors effectivement, les stupes, la prostitution, ça c'est le podium. Derrière, il y a le travail dissimulé. Et puis, il y a toute cette fraude qui n'existait pas devant les tribunaux, comme le disaient très bien les fraudeurs dans le reportage tout à l'heure, et qui aujourd'hui arrive au palais de justice parce que le fisc est un organe de poursuite, mais ça arrive aussi par le biais des procureurs de la République qui en consignent désormais d'y aller. Il y a ça, vous en parlez dans votre livre, ça c'est le 500 €, le Ben Laden, vous l'appelez comme ça, vous allez me dire pourquoi, c'est le billet qu'on ne connaît pas trop, on a eu du mal à... C'est vous qui nous l'avez apporté, je ne sais pas si je vous le rendrai d'ailleurs, mais... je vais le récupérer après. On a du mal à en trouver des 500 €. Ouais, mais pour l'anecdote simple, on est à RTL, rue Bayard, le cœur de Paris, Triangle d'Or, 7 banques ce matin pour essayer ce billet. Et soit on me dit qu'il n'est pas en stock, donc ça veut dire où est ce billet qui représente quand même un tiers de la masse des billets en euros en Union européenne, un tiers, on ne le trouve pas dans le Triangle d'Or à Paris. Où est-il, si ce n'est dans les valises des criminels et dans des cachettes que la justice doit découvrir? Mais vous dites, on l'appelle le Ben Laden parce qu'on en parle toujours et on le voit jamais. Alors la formule n'est pas de moi, il faut bien le dire, c'est les services secrets britanniques qui avaient appelé ce billet le Ben Laden. Pourquoi? Parce que tout le monde le connaît, tout le monde sait à quoi il ressemble, tout le monde sait qu'il voyage beaucoup, mais personne n'a jamais réussi à l'attraper. Et effectivement, c'est le cas de chacun d'entre nous. Aucun citoyen ordinaire en Europe qui utilise l'euro, en général, n'a un billet de 500 €. Bon, et vous dites il est très utile, ce Ben Laden dont on ne se sert pas, nous, il est très utile à tous les trafiquants de toutes sortes, c'est ça? Alors, il y a un problème de volume.
Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de trimballer l'équivalent d'1 million d'euros en billets de 20 euros, rarement sans doute, mais ça prend un volume considérable. Là, on est dans des organisations mafieuses qui ont d'ailleurs des organisations parfaites. C'est des organisations d'entreprises qui ont intégré le risque, qui ont intégré les chiffres d'affaires, et le billet de 500 euros permet d'être transporté de façon beaucoup plus facile. Par commodité, ça c'est pratique. Je vous le rends, parce qu'après on va dire celui-ci, il ne se trouve pas, ne se trouve pas facilement dans le Triangle d'Or. En revanche, à Belleville, pour la mafia chinoise, il se vend à peu près 525 euros. Pourquoi? Parce que c'est un billet qui permet finalement de réduire le volume d'un réseau de prostitution, par exemple. Alors, je vais redonner quelques petits chiffres quand même sur ce que représente cette fraude globalement en France. Alors, c'est très compliqué, les chiffres sont très contestés, il y a plein de sources différentes, mais environ fraude à l'impôt, sur les taxes foncières, à l'ISF, prestations sociales, etc. Tout ça, ça représente grosso modo 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Et si on le décompose un petit peu, ça fait 40 à 80 milliards pour la fraude fiscale, 16 à 20 pour le travail au noir. Le travail au noir, c'est 10% de notre activité, de notre PIB. 4 à 10 milliards pour l'assurance maladie et 10 à 30 milliards pour la TVA. C'est un sport national, la fraude. On parle de fraude d'argent noir et d'argent gris. Toutes ces petits arrangements qu'on a entre nous, la femme de ménage qu'on paye pas tout à fait, les heures sup qu'on oublie de déclarer, etc. C'est quoi? C'est l'impôt excessif qui justifie après tous ces arrangements-là? Pour la petite fraude, légitime, pour la petite fraude, la réponse est claire, c'est oui. Le dispositif fiscal a changé pour les femmes de ménage, pour les gardes d'enfants, etc. Donc très clairement, des gens ont décidé de ne plus déclarer. Avec les barrières morales, on dit bon, s'estompent, on se dit c'est pas grave, ça va coûter moins cher, et puis on est aussi dans une crise terrifiante, la crise économique qu'on connaît, et que pour un ménage, économiser 50 euros sur un budget de garde d'enfants ou de ménage, justement, ça vaut le coup. Après, sur la grosse fraude, moi, j'ai pas trop de naïveté là-dessus. Je pense que les fraudeurs ont toujours fraudé, quel que soit le taux d'impôt, et c'est pas parce qu'on leur dit ça sera 15% de pénalité ou ce que ça sera 25% de pénalité qu'ils décident de déclarer. D'accord. Quand on décide de frauder, on fraude. Bon, et donc on va parler à propos de grosses fraudes, on parlait de l'immobilier. C'est aussi un endroit où là les sommes sont importantes et on peut dissimuler pas mal d'argent. Donc on va voir ça avec, et merci de nous avoir expliqué tout ça. Je rappelle votre livre qui s'appelle Cash, enquête sur l'argent liquide illégal qui circule en France chez Flammarion Enquête.